C'est l'été 1900. Il y a 5 ans, les frères Lumière ont filmé une locomotive semblable, entrant dans une petite gare, à La Ciotat. Le cinématographe va bouleverser le siècle qui commence, lui tendre le miroir sur lequel nous pouvons nous pencher aujourd'hui pour y voir ces gens du 19e siècle nous contempler comme d'une lointaine planète. Rien désormais n'échappera à cet œil mécanique, ni ce coup de chapeau anonyme, ni la mise en scène à grand spectacle d'une époque qui multiplie les parades, comme pour se prouver qu'elle est belle et bonne, que ses enfants n'auront rien à craindre d'elle, et qu'ils pourront naître, vivre et prospérer loin des misères et des guerres des siècles passés. Été 1900, que de fleurs blanches ruisselant des chars d'une fête perpétuelle, que d'espoir dans cette croyance aveugle dans le progrès qui associe le cheval, le moteur à explosion et la jeune aviation. Les femmes sont reines, ou du moins on le leur dit. Elles sont le plus bel ornement de la cavalcade, des idoles célébrées sur tous les tons et par tous les arts. Elles n'ont pourtant d'autre pouvoir que celui de nourrir la chronique mondaine et de fournir le support au fantasme du premier sexe. Notre siècle s'édifie et s'affirme, déjà ivre des promesses de toutes les techniques nouvelles. C'est comme un vertige, 14 petites années de vertige qui vont venir se fracasser contre une autre parade, celle des guerres, des empires et des hégémonies, le revers sanglant d'une fête trop insouciante. « 11 ans déjà que la tour de Gustave Eiffel défie les lois de l'équilibre. Son créateur, filmé au milieu de ses enfants, est à l'image de cette grande bourgeoisie triomphante, attachée à ses privilèges et à ses croyances, image qui affirme que rien vraiment ne peut changer et qu'il fait bon vivre et se distraire en famille. L'exposition universelle s'ouvre à Paris en ce printemps 1900. Entre les pieds de la tour Eiffel s'y promène le petit monde désuet des promeneuses à ombrelles et des messieurs à chapeau melon ou à canotier.
Derrière les façades rococo de ces pavillons à dômes et à clochetons byzantins se trouve réuni tout ce dont va se nourrir notre siècle. Sur 1 120 000 mètres carrés sont exposées les techniques de pointe des sciences et des industries. Un audacieux programme que résume la devise « L'exposition universelle sera la philosophie et la synthèse du siècle ». Des palais des nations rangés le long de la Seine jusqu'au palais de l'électricité avec ses jeux d'eau et de lumière, c'est un grand hymne architectural à la modernité des temps. Le symbole le plus saisissant est peut-être le théâtre. Loé Fuller, une audacieuse danseuse américaine filmée ici parmi ses élèves, marie les jeux de voile et la lumière artificielle. Elle influencera tout l'art décoratif contemporain, y compris les entrées du métro qui commencent à fleurir dans Paris. De l'autre côté de l'Atlantique, un nouvel urbanisme a surgi. À New York, Manhattan voit pousser ses gratte-ciel dans l'explosion des cités pionnières. Ailleurs, on exalte la ligne courbe et la fusion harmonieuse du fer et de la pierre de taille. On donne ici leurs lettres de noblesse à la ligne droite et nue, au verre et au béton. Une révolution s'accomplit qui modifie à jamais le visage de la planète. Et si l'on salue l'audace de l'invention, force est de constater qu'elle introduit aussi l'uniformité et parfois la laideur. New York 1900. Une caméra placée sur le toit d'un tramway enregistre en un lent travelling le trafic à la fois fébrile et ordonné de la ville. Broadway est déjà Broadway, florissant, fourbissant des rythmes qui vont bientôt déferler sur l'Europe et la terre entière. Sur la 5e avenue, c'est la traditionnelle parade de Pâques. La charité aussi, ailleurs, s'exprime dans la rue. Moscou, des femmes y vendent des fleurs pour les pauvres. Budapest, on y quête pour offrir une soupe chaude aux chômeurs de l'Empire austro-hongrois. Paris, de généreux donateurs distribuent des pots, de la terre et des graines de fleurs pour que les ouvrières, sur leurs fenêtres, puissent saluer le printemps. Ainsi la rue est-elle l'observatoire d'une vie rythmée par les musiques, les cris et les appels des petits métiers. Ainsi, le cinéma nous fait-il participer au cycle des saisons, en nous montrant que les citadins se comportent encore en villageois. À partir de midi, les crieurs de journaux proposent les dernières nouvelles aux passants.
Les quotidiens où l'image n'a pas encore sa place traitent longuement de tous les sujets et notamment des faits divers. Pas un jour sans un duel. L'honneur est encore chatouilleux et on le défend l'épée à la main. 1911, la Joconde est volée par un ouvrier peintre italien, Perugia, qui proteste ainsi contre le pillage des œuvres italiennes par les envahisseurs français. Tragique, les enfants de la danseuse Isadora Duncan se noient dans une voiture tombée dans la Seine. Souriant, on parle des excès de la mode et de la jupe-culotte, voire des bijoux de cheville et de jambes. 1906, San Francisco est détruite par un tremblement de terre. En Europe, la tranquillité des familles est menacée par les Apaches, ces anarchistes dont on abat en 1912 le symbole, Jules Bonneau, chef de bande, inspirateur de la bande à Bonneau. Le tango fait son apparition. Le pape Pie X en condamne l'indécence et l'interdit aux fidèles en 1912. Cependant, les hommes d'État poursuivent leurs inaugurations de chrysanthèmes. L'une des rubriques des actualités cinématographiques qui commencent à relayer dès 1910 la presse écrite dans les salles de cinéma. Les images du monde entier entrent en force sur les écrans. Préfiguration de ce qui sera un jour le journal télévisé, le traitement moderne de l'information. La naissance d'une nouvelle culture par l'image qui aboutira plus tard au grand magazine de reportage. Et tout est sujet à reportage. Ainsi, le grave problème que représente le danger des épingles à chapeau dans les lieux publics. Et les solutions pour éviter les accidents, peut-être même la création de contraventions. On interdit le patin à roulettes dans les rues déjà encombrées et que commencent à polluer les automobiles. Pour éviter les projections de boue, on fait assaut d'ingéniosité. Des concours départagent les inventeurs les plus imaginatifs. Jour après jour, l'automobile fait la conquête de la rue. Il faut l'équiper de ces innombrables accessoires qui atténuent les effets de sa vitesse affolante. Les fiacres rentrent dans leur remise, ils vont disparaître du spectacle de la rue. Les taxis automobiles tiennent déjà le haut du pavé. Et leur nouveau syndicat est si puissant qu'une de leurs grèves paralyse la circulation. L'enchevêtrement du cheval et de l'automobile est inextricable. Et si l'on installe un kiosque destiné à réguler la circulation, la curiosité est telle qu'elle provoque un encombrement monstre. Il faut s'y résoudre. Le cheval et sa voiture sont condamnés par le progrès, la ville enterre son dernier omnibus et dételle ses chevaux épuisés. Le tramway est-il la solution? À San Francisco, sa conduite est assurée par des femmes. Ce train des villes ne pourrait-il pas tout résoudre? Et l'on verra même des tramways funéraires. Mais non, il y a mieux. Le chemin de fer souterrain. Après des mois de travaux considérables, les Parisiens inaugurent la première ligne du premier métro au monde, juillet 1900. Et l'on s'étonne de ces images futuristes, de ces jonctions impensables il y a peu. On peut désormais sauter de métro en train
et d'automobiles en wagon en passant par des gares dont un journaliste écrit qu'elles commencent à ressembler à des musées. Et déjà se posent des questions qui n'ont pas changé rail ou route, transport collectif ou transport individuel. À Détroit, quelqu'un a déjà répondu en sortant à la chaîne la première automobile populaire, la T d'Henry Ford. À l'industrialisation à l'américaine, l'Europe répond par l'artisanat de messieurs de Dion-Bouton. Le sport automobile sera aristocratique ou ne sera pas. Au Mans, le premier circuit automobile se met en place en 1906. Premiers accidents spectaculaires. Premiers rallyes qui vont de capitale en capitale dans un grand déploiement de mondanité. Première panne héroïque en bas de côte. Premières élégances aussi, adaptées aux nécessités de cet engin déjà rapide et salissant. Première limousine royale. Et premiers essais d'automobiles non polluantes. Rêve visionnaire d'une automobile amphibie qui décollerait de la route pour se muer en aéroplane. Car là est bien l'autre obsession de ce début du siècle, l'envol. Certes, depuis longtemps déjà, l'homme a maîtrisé le moins lourd que l'air, ce ballon dont la rondeur se doit d'honorer toute festivité de l'époque. Les femmes n'en ont plus peur. Mais le ballon, lui aussi, est déjà dépassé. L'heure est à ces immenses cigares de soie bourrés de gaz. De plus en plus monumentaux, de plus en plus fragiles. On sous-tend leur voilure d'un squelette d'acier. Le comte Zeppelin, en Allemagne, lance ces monstres dans les premières croisières transcontinentales avec le raffinement des plus grands palaces internationaux. Moderne, vous avez dit moderne? Déjà, le dirigeable est envahi par ce qui n'est encore que la réclame. À Paris, au Grand Palais, a lieu chaque année le Salon de l'aéronautique. Le président de la République l'honore de sa présence. En 1912, il s'étonne de la présence encore si massive des ballons sous l'immense verrière.
C'est qu'un grand débat est déjà engagé par les gouvernements et les états-majors sur la primauté en matière de défense et d'attaque aérienne. C'est un enjeu considérable et l'on verra même un constructeur d'avions condamné pour escroquerie parce qu'il n'avait trouvé que ce moyen pour assouvir sa passion de l'aviation. Pourtant, les jeux sont faits. L'aéronautique est en train de l'emporter définitivement sur le dirigeable. En octobre 1906, le Brésilien Santos Dumont a fait homologuer un vol long de 50 mètres à 3 mètres d'altitude et on le compare à l'exploit des frères Wright aux États-Unis. Mais l'étape capitale est celle du vol de Louis Blériot, franchissant la Manche au matin du 25 juillet 1909. En 38 minutes, sur un monoplan de 25 chevaux et de 8 mètres d'envergure, Blériot devient le premier homme oiseau de l'histoire de l'humanité. À tel point que Lindbergh dira plus tard que s'il n'y avait eu Blériot, il n'y aurait pas eu sa traversée de l'Atlantique. Blériot est fêté comme un surhomme à Douvres. On lui fait un triomphe national à son retour à Paris. Il a ouvert une voie royale et Roland Garros s'y engouffre en septembre 1913 en traversant la Méditerranée. L'industrie se met en marche. Les moteurs sont plus puissants. Les ailes sont testées sur les voies ferrées, elles deviennent plus résistantes. L'imagination est collective, on ne s'arrête plus. On invente l'aéroplane circulaire. L'aéroplane cylindrique. L'aéroplane volant à l'envers. Et le premier hydravion. Mais très vite, les impératifs économiques apparaissent car il faut rentabiliser à tout prix. 1912, la limousine Deutsch de la Meurthe embarque 10 passagers. Elle décolle. L'aviation commerciale vient de naître. Et puis d'autres pensent à la poste aérienne. Ils ont 20 ans d'avance. Pour limiter le poids, on pèse les pilotes. On économise le carburant. Et à la grâce de Dieu. Bien sûr, on filme les premières catastrophes. On casse du bois, le plus souvent heureusement dans la bonne humeur. Mais ça ne durera pas. Voici les vraies premières chutes brutales, spectaculaires, parfois mortelles. Le 21 mars 1911, Maurice Berthaud, ministre de la Guerre, assiste à Issy-les-Moulineaux au départ de la course Paris-Madrid. Le pilote train est l'un des favoris. Son départ est sans histoire. Les officiels sont groupés autour du mécène Henri Deutsch de la Meurthe. Ils discutent tranquillement. Mais l'appareil de train revient à cause d'ennuis de moteur. Il ne peut éviter la foule. Le ministre est tué sur le coup et le président du conseil blessé. On transporte Deutsch de la Meurthe contusionné jusqu'à sa voiture. Il y a 60 blessés. Il faut désormais songer à la sécurité des aviateurs. Un matin de décembre 1908, un petit tailleur de banlieue, Reichelt, convoque les actualités sur la plateforme de la Tour Eiffel. Il veut expérimenter un nouveau parachute qu'il a fabriqué lui-même. Il hésite, malgré les encouragements de son manager. Il saute et c'est sa mort qui est filmée en direct.
Plus tard, un autre parachute, celui de Jean Aurel, fait ses preuves. C'est à peu de choses près celui qui est encore utilisé aujourd'hui. On présente un uniforme réglementaire dont le casque protecteur recueille tous les suffrages. L'aviation est à la mode, c'est de la folie. Des jouets la popularisent. Carnaval l'ajoute à son cortège de masques. À la Sainte-Catherine, les midinettes l'accrochent à leur bonnet. Et à l'automne de 1910 est lancée une nouvelle danse, l'aéronette. Les plus modestes, grâce au concours de l'Aviette lancé par le Petit Journal, tentent de s'envoler à partir de bicyclettes munies d'ailes. L'aviation est devenue la coqueluche des milieux mondains. Devant le Tout-Deauville, d'aventureux dandys font des démonstrations de décollage. Reste que ces jeunes gens sont les pionniers de l'aviation. Cette formidable aventure entraîne une explosion d'inventions dans tous les domaines. Le monde est devenu un vaste concours permanent, une foire-exposition, où les trouvailles les plus saugrenues annoncent déjà notre vie d'aujourd'hui. Ce grand élan va connaître ses catastrophes. 1912, rare image. Le Titanic s'apprête à appareiller pour sa première et dernière croisière. On pense à la sécurité navale. Un Italien invente des bouées géantes pour prévenir toute autre catastrophe. On présente à la presse le rêve de tout marin, le bateau insubmersible. Il faut aussi vaincre le feu. Trop de théâtres et de lieux publics flambent encore, faisant d'innombrables victimes. L'extincteur Théo est expérimenté. Les communications connaissent elles aussi un développement considérable. Le téléphone est manuel, il faut passer par les demoiselles des postes. 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066,
Mais les mots, et bientôt les images, commencent à circuler dans l'univers grâce aux travaux de l'italien Marconi, puis à ceux du français Ducretet. En 1906, la phototélégraphie devient possible. L'allemand Korn et le français Belin envoient des photographies par air et par câble. La TSF, née au sommet de la Tour Eiffel, s'y installe définitivement en 1914, grâce à Édouard Branly. Et tandis que Camille Flammarion dialogue du haut de son balcon avec les planètes, Gabriel Lippmann donne la couleur aux images, et Marie Curie, dans son petit laboratoire, maîtrise le radium, qu'elle a isolé avec son mari, Pierre Curie, en 1898. Ainsi, la révolution de la matière est-elle en route, comme celle des esprits, que les socialistes s'efforcent de conduire à l'action. C'est le temps des grands rassemblements, drapeaux rouges et noirs mêlés. Le temps des répressions, des arrestations, des 1er mai sanglants, cuirassés à cheval contre manifestants. L'avocat des révoltés, c'est Jean Jaurès. Autre figure, Marcellin Albert, défenseur des vignerons du midi de la France, avec lesquels les troupes fraternisent. Et Émile Zola, le grand romancier de la classe ouvrière, meurt en 1902 sans connaître l'épilogue de l'affaire Dreyfus, qui fournit à Georges Méliès en 1899 le sujet de sa première grande actualité reconstituée, entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Image du capitaine Dreyfus au bagne de Cayenne. Là-bas, dans de lointaines colonies, il y a donc des hommes que la République traite encore en esclaves. Des journalistes dénoncent Biribi, le bagne de la Légion, où des prisonniers meurent sous les coups de leurs gardiens. Un monde s'est mis en marche, celui de ces hommes qui ne veulent pas être les oubliés d'un siècle nouveau, porteurs d'un espoir immense et qui croient en un meilleur partage des richesses. Les femmes bougent aussi. Dans les pays anglo-saxons notamment, le féminisme prend des allures d'une croisade. De grandes personnalités comme Miss Pankhurst se lèvent, organisent le combat contre l'impérialisme masculin et dénoncent la condition des femmes condamnées aux tâches les plus aliénantes. Les féministes demandent le droit de vote et l'égalité des sexes, mais elles s'élèvent aussi contre le culte de la femme objet. Dans une parure qui la ligote, opprimée par le corset et les convenances, la femme, étroitement codifiée par la société et dont le destin la confine au mariage et à la reproduction de l'espèce, est vouée à l'effacement. Certes, Léon Blum propose-t-il dès 1907 le mariage à l'essai, mais le féminisme va déjà plus loin. Il fait irruption dans la presse et dans les lettres. Colette, libre et scandaleuse, en est la figure symbolique, tout comme son double, l'étoile du music-hall Polaire. Et la provocante Ève Lavallière n'hésite pas au théâtre à porter le costume masculin pour affirmer son droit à l'égalité et à la différence. Les femmes partent en guerre sous les quolibets et les injures. Elles veulent prouver qu'elles sont capables de tout, par exemple de participer à la conquête du ciel. Déjà, sous l'influence de la mode à l'antique et des danses d'Isadora Duncan, le corset se défait. La femme aborde le sport, domaine jusqu'alors exclusivement masculin, et ose affirmer son corps, comme le fait la championne de natation, Suzanne Wurz.
Car ce siècle qui naît découvre aussi le corps. Il admire ces athlètes noirs venus d'Australie ou d'Amérique. « 1908, Jack Johnson devient champion du monde des poids lourds. C'est la première fois qu'un noir remporte le titre. On le reçoit comme un prince avant qu'il ne donne une exhibition devant la meilleure société. L'autre idole de la boxe, c'est le Français Georges Carpentier. Il commence en 1911 une immense carrière sportive et mondaine. Mais les nationalismes commencent à s'emparer du sport. À Munich en 1910, le régent de Bavière assiste à des mouvements de masse qui annoncent déjà de plus graves événements. Guillaume II inaugure dans un grand déploiement de symboles pacifistes, de musique militaire et d'athlétisme à la prussienne, le stadium de Berlin. Les démocraties ne sont pas en reste. Un enseigne de vaisseau, Georges Hébert, fait adopter par l'instruction publique un système de gymnastique calqué sur les exercices militaires. Mais à ces préparatifs inquiétants, le public populaire préfère la rivalité des deux étoiles de l'athlétisme, Jean Bouin et Jacques Kayser. Ensemble, ils participent au premier cross des nations. Quelque chose qui ressemble plus à une joyeuse équipée qu'à une véritable compétition internationale. Premier Tour de France cycliste, 2400 km, 60 participants, dont 20 seulement arriveront au but. Une véritable épopée sous le soleil de plomb de l'été 1903. Beaucoup de vin rouge, beaucoup de poussière, beaucoup de raccourcis. Le vainqueur en sera Maurice Garin. Premier match de rugby du tournoi des 5 Nations, France-Angleterre. 1910, 11-3 pour les Anglais. Traversée de Paris à la nage. Quai d'Orsay, le massage et la parade de ceux qui espèrent toujours battre l'imbattable Bellington, le roi britannique de la brasse. Ce XXe siècle n'a plus peur de l'eau. À Dresde, le bain baisse imite la marée et les baigneurs de Sopot, en Pologne, s'ébattent dans la mer Baltique. En Belgique, à Ostende, sur la Jetée, les promeneuses contemplent au loin les dernières cabines des bains sur roues. Et à Brighton, des femmes osent prendre sur le sable un bain de soleil. Non loin de là, à Berck, on inaugure un centre de cure destiné à combattre le mal de Pott, la tuberculose osseuse qui frappe les enfants pauvres. Et l'on invente, pour redresser les corps déformés, des machines qui nous paraissent aujourd'hui insensées. Contre les microbes, contre les épidémies, l'hygiène, mot à la mode, suscite discours et expositions. On se penche sur le problème de l'épandage des eaux usées, sur le traitement des ordures ménagères qui commencent à envahir les villes. Et si à Vienne, on inaugure un monument à la gloire de Robert Koch, la tuberculose n'en suscite pas moins l'effroi dans les foyers, où la salle de bain est un luxe inconnu et où l'on continue à se laver dans une cuvette. Pour rassurer l'opinion publique, on montre la désinfection des abattoirs, saignés de fièvre afteuse et de tuberculose bovine. On exhibe les instruments avec lesquels on peut désormais tuer le bétail. Dans le même temps, les progrès de la chirurgie sont immenses. Le cinéma filme des opérations spectaculaires. Et à l'hôpital Broca, le docteur Pozzi devient un des spécialistes mondiaux de l'amputation. À Vienne, en 1900, Sigmund Freud a publié La science des rêves. Aussitôt, on dénonce les ravages de la psychoanalyse, comme on la nomme alors. L'art officiel exprime lui aussi les fantasmes de l'époque.
Le Salon des artistes français propose à ses visiteurs de remarquables sujets d'analyse dans ses nus exposés. À ces nudités répondent les montagnes de plâtre ou de marbre honorant la reine Victoria ou son fils Édouard VII, nouveau roi d'Angleterre, un art officiel qui occupe à lui seul les 16 000 mètres carrés au Grand Palais. Pendant ce temps, dans son atelier de l'hôtel Biron, Auguste Rodin s'oppose à l'académisme tel qu'on l'enseigne alors. Venant de Barcelone arrive un jeune inconnu, Pablo Picasso. Mais la mode est encore à ces énormes toiles dont la seule grandeur réside dans la surface peinte, comme celle de Fernand Cormon, professeur aux Beaux-Arts. Très loin de tout cela, Auguste Renoir attache ses pinceaux à ses doigts malades et peint le soleil sur la chair des fruits et des femmes. Cette chair de femme, elle est partout. Au bal du Moulin Rouge, où le cancan commence à devenir célèbre. Le music hall, importé d'Angleterre, est adopté par l'Europe entière. Sa plus grande figure est le minuscule Little Teach, dont les sketchs influenceront le jeune Charlie Chaplin. « 1909, les ballets russes bouleversent le public parisien. Mais leur influence est encore restreinte. L'académisme de Carlotta Zambelli triomphe, comme l'orientalisme de Cléo de Mérode. Au théâtre, on applaudit Réjeanne, Lucien Guitry, et son jeune fils, Sacha. À la Comédie Française, Madeleine Roche et Mounet Sully déclament les auteurs tragiques. Au théâtre, une révolution va naître. Firmin Gémier vient de fonder un théâtre populaire, itinérant et prend la route à la rencontre d'un nouveau public. Au-dessus de tous règne Sarah Bernard. À 60 ans, elle continue de faire vibrer ses admirateurs dans des rôles d'hommes, comme celui de l'Aiglon ou ici Hamlet. Parallèlement, le jeune cinématographe poursuit son ascension avec des comédiens obscurs et des metteurs en scène inconnus. En plein air le plus souvent, des farces ingénues et cruelles sont improvisées pour la joie des premiers spectateurs des salles de cinéma. Dans son petit studio de Montreuil, Georges Méliès invente un monde fantasmagorique. Il y ajoute le génie d'un prestidigitateur de l'image. Le voyage dans la Lune, 1902. Le voyage à travers l'impossible, 1904. Bientôt réagiront artistes et auteurs classiques. La Société des gens de lettres produit en 1908 un assassinat du duc de Guise qui se veut une réponse à la fantaisie du cinéma forain. Les plus grands comédiens y figurent et Camille Saint-Saëns en écrit la musique. Désormais, le cinéma voit grand. En 1911, le Gaumont Palace est inauguré avec ses 5000 places. C'est le plus grand cinéma du monde. En Italie, Giovanni Pastro met en scène en 1913 une Cabiria et multiplie les références à l'Antiquité avec des corps géants et surtout une prodigieuse nouveauté technique, le travelling.
Ailleurs, dans une bourgade américaine qui a pour nom Hollywood, Griffith systématise le plan à la taille, dit plan américain, et invente la première star mondiale, Mary Pickford, ici dans le chapeau de New York. Grâce au cinéma, les continents se rapprochent. Les voyages les plus lointains apparaissent accessibles. Le canal de Panama relie l'océan Pacifique à l'Atlantique. Des touristes commencent à visiter Honolulu. Rio de Janeiro n'est encore qu'une charmante ville de province. Les Indes perdent un peu de leur mystère. Et l'on voit déjà des touristes escalader à dos d'homme les pentes qui mènent au sanctuaire. Saigon comme une province française le dimanche matin devant la cathédrale. La Chine. On y organise en 1907 un raid automobile de 13 000 km, Pékin-Paris, dont le vainqueur est le prince Borghese. Seuls les pôles demeurent inviolés jusqu'à ce que Robert Peary atteigne le pôle Nord en 1909 et Roald Amundsen le pôle Sud en 1911. Le docteur Zamenhof met au point l'espéranto et ses premiers militants tiennent congrès à Anvers sous le drapeau universel. Un monde meurt, celui de la reine Victoria enterrée à Londres en 1901 devant toutes les cours d'Europe réunies. Dans la Russie encore immobile, on creuse la tombe de Léon Tolstoï que tout un peuple de moujiks et d'intellectuels pleure comme un tsar de la pensée humaine. Pendant ce temps-là, Nicolas II, dernier des Romanov, célèbre le tricentenaire de sa dynastie. Au centre de l'Europe, le vieil empire austro-hongrois vit ses derniers jours sous le règne de François-Joseph et de son fils. Face à ces empires moribonds, la jeune Amérique apparaît comme un nouveau monde, une terre vierge et généreuse, un rêve de fraternité. C'est le pays des jeunes rois de l'acier, de ce sport inconnu nommé baseball, de ce chant nouveau venu du Sud par la voix des anciens esclaves et qui sera demain le jazz. C'est le pays des espaces infinis, le pays des pionniers et de la marche vers l'Ouest. C'est aussi celui de l'intervention dans la Révolution mexicaine. Crise au Mexique, crise dans les Balkans. La guerre est proche. Quelque chose bascule. Des musiques militaires parviennent d'Allemagne, et ce n'est pas seulement l'empereur Guillaume qui passe en revue sa garde. Les enfants des communards en France fêtent avec nostalgie le souvenir de la commune. D'autres voix,
appellent à la revanche sur les lieux des batailles perdues de 1870, et parmi elles celle de Maurice Barrès. Que peuvent contre cette vague nationaliste les polémistes, comme Henri Rochefort écrivant « Le canon est un instrument qui sert à saluer les souverains et à massacrer leurs sujets ». C'est la montée des périls. Une dernière fois, Jaurès rencontre les socialistes allemands à Berlin. Trop tard. On voit déjà là-bas de bien étranges coureurs à pied sur la cendrée des stades monumentaux. Et en France, c'est fusil au poing que les adeptes de la méthode Hébert font leur gymnastique. Les Boy Scouts, créés par l'anglais Baden-Powell en 1907, ne sont plus seulement de braves garçons couchant à la belle étoile, mais de futurs soldats. Leur tente de toile donne même des idées aux inventeurs. Elles protégeront aussi les zouaves. L'escrime se transforme en assaut à la baïonnette. Jusqu'aux chiens qui seront décorés pour faits héroïques. Quant à l'aviation, le rêve du siècle, elle commence elle aussi à s'équiper de fusils mitrailleurs, de bombes et de torpilles. On inaugure des navires de guerre. Les premiers sous-marins sont lancés, la machine est en route. Août 1914, mobilisation générale. Il y a seulement 14 ans, un train de plaisir entrait dans cette gare. Aujourd'hui, un autre train part pour le front. On équipe des abris dont l'électricité est fournie par des batteries que l'on doit recharger. La défense aérienne s'organise.
On perçoit les échos des dernières grandes fêtes auxquelles assiste l'empereur d'Annam, Baudai, le duc et la duchesse de Windsor, le Maharaja de Kapurthala, Marlène Dietrich. Des girls dansent le Lambeth Walk. Le 1er septembre 1939, c'est la mobilisation générale. Le 3 septembre 1939, la guerre commence.